Alors bonjour et merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être à nouveau salle du Sénéchal, hein. Ça faisait un petit moment que j'étais pas venu faire une conférence. Moi, je suis pas très loin. Je suis basé à Toulouse. Donc, je vais présenter rapidement ce que c'est que l'association Négawatt. Donc, c'est une association qui a 20 ans, qui a été fondée par des personnes qui travaillent dans le secteur de l'énergie. Donc, à la base, on est des praticiens de l'énergie. Donc, on a des spécialistes de la thermique du bâtiment, des spécialistes des transports, des gens qui travaillent dans le public, dans le privé, dans des organisations, dans des administrations nationales, des organisations internationales. On a des chercheurs en économie, on a des architectes, on a, j'oublie plein de gens. Enfin voilà, donc il y a un noyau d'une vingtaine, même une trentaine aujourd'hui de membres actifs, hein, qui constituent le cœur de l'association. On a une liste de discussion de 150 personnes qui sont aussi des personnes engagées sur ces questions-là, qui viennent aussi de plein d'horizons différents. Et puis on a 1500 adhérents et on a 12 salariés, hein, mais voilà. À la base, hein, l'essentiel du travail fait par Négawatt, c'est du travail porté par des bénévoles. Et nous, on est là en tant que bénévoles. Donc moi, je préside l'association depuis maintenant 8 ans, mais ce n'est pas mon métier. Mon métier, c'est Solagro, donc qui travaille sur la prospective en matière d'agriculture, d'alimentation, de bioénergie, etc. Donc on a créé une filiale qui s'appelle l'Institut Négawatt, qui est notre outil opérationnel, et qui a lui-même créé une filiale qui s'appelle Doremi, donc avec d'autres partenaires, pour massifier une des composantes majeures de la transition énergétique, qui est la rénovation complète et performante des maisons individuelles. Donc ça, j'en reparlerai aussi tout à l'heure. Donc c'est une structure qui est en pleine croissance. Voilà, donc on a une analyse technique, hein, donc ça vient de notre expertise en tant qu'acteur de terrain, donc qui est concrète, opérationnelle, collective. Donc ça, c'est ce qu'on peut qualifier de bottom-up, hein, c'est-à-dire que nous, on fait des scénarios d'ingénieurs, donc nous, il y a nos savoirs qu'on pratique sur le terrain au quotidien. La question qu'on s'est posée, c'est si on généralise ou si on massifie ce qu'on sait nous faire de bien, enfin ce qu'on juge conforme aux enjeux qu'on veut adresser. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça fait un scénario qui permet de résoudre les problèmes plus généraux, globaux, planétaires, etc., auxquels on s'attaque? Donc on a un scénario qui décrit un objectif, un chemin, des moyens. Et puis, c'est un projet qu'on soumet à débat, c'est-à-dire que régulièrement, on revisite le scénario. Tous les ans, on a notre université Négawatt, où on discute et on mange des huîtres à Metz, sur les temps de taux, généralement. Mais là, c'est des moments d'échange assez riches, hein, avec des discussions sur un peu tous les sujets qui nous anime. Donc la démarche Négawatt, alors la démarche Négawatt, en fait, il faut comprendre qu'aujourd'hui, c'est 3 scénarios qui sont vraiment articulés les uns avec les autres. Donc 2 qui sont portés par l'association Négawatt, 1 qui est porté par l'association Solagro. Donc Négawatt, c'est le scénario donc de transition énergétique. Alors on est sur ces 3 périmètres, sur ces 3 scénarios au périmètre France métropolitaine. Négawatt, c'est énergie carbone. Le scénario Négamat, qui est un scénario qui s'intéresse à la question des matériaux et des matières premières, et notamment des ressources géologiques et aussi des ressources biologiques. Mais ça, c'est articulé avec le scénario AFTER, qui, lui, s'intéresse au secteur, ce qu'on appelle le secteur des terres. Donc agriculture, utilisation des terres, forêt et tout l'usage des biomasses, donc alimentaire, non alimentaire, bioénergie, etc. Et puis il y a toutes les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture, le stockage de carbone, etc. Donc c'est vraiment ces 3 scénarios qu'on cherche à articuler globalement. Donc historiquement, la première version du scénario Négawatt, on l'a sorti en 2003. Ça a été révisé en profondeur en 2011 et c'est là où on a sorti côté Solagro le scénario After 2050 qu'on a revisité en gros tous les quinquennats, hein, donc c'est pas tout à fait innocent. C'est-à-dire que nous, on cherche à participer au débat public et que nos scénarios ont vocation à alimenter le débat public. Et donc, on a publié le dernier scénario 2022, donc année d'élection présidentielle, qu'on a présenté d'ailleurs en 2021. Et puis, on va revoir aussi le scénario After. Ça, c'est prévu à l'horizon 2023 si tout va bien. Et donc ces scénarios, je disais, ils ont vocation à nourrir le débat public et ils ont d'ailleurs nourri les différentes lois sur la transition énergétique. Donc ça a été rappelé tout à l'heure, hein, la loi sur la transition de 2015, où pour la première fois on a inscrit dans la loi un objectif de division par 2 des consommations d'énergie finale à l'horizon 2050.
Précédemment, on avait une loi en 2005 qui fixait un objectif facteur 4. Donc à l'époque, on disait qu'il fallait diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, avec la loi de 2019, on est sur des objectifs de neutralité climatique à l'horizon 2050. Et on est en train de renforcer les objectifs. Et donc il y aura une nouvelle loi qui va être adoptée avant 2023. Donc c'est la stratégie française énergie-climat. On va revisiter les différents dispositifs. Donc la stratégie nationale bas carbone, la programmation pluriannuelle de l'énergie et le plan national d'adaptation au changement climatique. Donc ça, c'est des documents programmatiques qui sont produits par l'administration française, par l'État, qui sont discutés ensuite au Parlement et qui ont vocation à fixer des objectifs aux différents secteurs économiques, donc l'industrie, l'agriculture, les transports, etc., avec pour la SNBC des tranches de 5 ans pour dire, voilà, au bout de 5 ans, on doit avoir diminué de tel niveau les émissions de gaz à effet de serre dans tel secteur, etc. Voilà, donc on peut qualifier nos scénarios, nous aussi, alors c'est du backcasting ou rétroprospectif, c'est-à-dire qu'on a des objectifs et on cherche comment atteindre ces objectifs à terme. Ce n'est pas des scénarios exploratoires où on se dit, tiens, s'il se passait un truc, un autre, etc. Donc là, c'est une autre fonction de la prospective, c'est pour explorer les possibles. Nous, on dit que les possibles souhaitables, c'est un monde à moins de degrés, et donc quels sont les moyens pour y arriver. Donc nous, on a un scénario qui permet d'y arriver, on ne prétend pas que c'est le seul, mais c'est celui qu'on soumet à débat, et si d'autres en ont des meilleurs, mais on peut toujours en discuter. Donc la démarche Négawatt, elle s'est fait connaître aussi par ce qu'on appelle le triptyque ou la trilogie Négawatt, donc sobriété, efficacité, renouvelable. Alors, c'est un triptyque maintenant qui est assez bien connu. Quand on a commencé à parler de sobriété, les premiers retours qu'on a eus de l'administration avec laquelle on cherche à dialoguer, c'est la sobriété, la décroissance de la consommation d'énergie. C'est le sens contraire de la civilisation. Les sociétés consomment de plus en plus d'énergie, donc ça va continuer comme ça. Donc ça, c'était en 2003. C'est pas non plus il y a 2 siècles. Voilà. Et donc jusqu'en 2003, on considérait qu'il fallait croître et dépenser. Nous, on a pensé qu'il fallait commencer à penser à décroître. Donc la sobriété. Alors la sobriété, ça suscite encore, notamment dans le monde économique et politique, un certain nombre de réactions qui sont connotées négativement. Donc on s'est beaucoup amusé à chercher des exemples de l'inverse de la sobriété, c'est-à-dire c'est l'ébriété énergétique. Il n'y a personne qui défend des politiques d'ébriété, a priori. Donc voilà. Donc bon, là c'est une image qui se passe de commentaires. Et on a cherché à donner voilà, un peu plus de corps à ce concept de sobriété. Alors le concept de sobriété, il est apparu dans les travaux du GIEC, dans le rapport du GIEC, pour la première fois dans le dernier rapport du groupe de travail numéro 3. Et donc on peut penser que c'est curieux que le GIEC n'ait pas jusqu'à présent sollicité, enfin mobilisé le concept de sobriété qui s'appelle sufficiency, qui est le terme consacré maintenant en anglais pour désigner ce que nous on appelle la sobriété. Et en fait, ça s'est pas passé comme une lettre à la poste. Ça a été un combat. La personne qui a porté ça, qui s'appelle Yamina Saeb, qui a travaillé à l'Agence internationale de l'énergie, etc., qui est quelqu'un qu'on connaît bien, nous a expliqué un peu les dessous de comment est-ce que le terme de sufficiency est arrivé dans je crois que c'est dans le summary for policy maker, enfin je crois que c'est voilà, dans le résumé pour décideurs. Ça a été une bagarre avec ses collègues du GIEC pour faire passer le terme de sobriété, parce que c'est encore connoté très négativement, parce que c'est la décroissance, parce que c'est se serrer la ceinture, parce qu'on confond avec l'austérité, etc. Donc nous, on a voulu chercher à explorer ce que c'était que ce terme de sobriété, et très concrètement, qu'est-ce que ça représente. Par exemple, il y a la sobriété dimensionnelle. Donc la sobriété dimensionnelle, c'est la surface chauffée, le poids d'une voiture. Alors, une maison basse consommation de 100 mètres carrés consomme moins qu'une maison basse consommation de 120 mètres carrés. Jusque-là, ça paraît assez logique. Voilà, donc il y a la question de la taille des objets. Alors quand je dis les objets, c'est global, c'est des villes, c'est des maisons, c'est des voitures, c'est la taille de notre alimentation, enfin, etc., etc. Donc globalement, voilà, c'est la question du juste dimensionnement. Ensuite, il y a la sobriété d'usage. Alors une ampoule basse consommation éteinte consomme moins qu'une ampoule basse consommation allumée. Jusque-là, on reste dans la science pour l'instant. Voilà. Et donc, comment ?
Oui, mais des fois, on se dit que ça serait peut-être nécessaire voilà, de renouer avec un certain nombre d'évidences, c'est-à-dire que oui, ben, éteindre l'éclairage public, la commune dont je viens, moi, c'est 50 000 euros d'économie par an, ça veut dire c'est au moins un ou deux postes d'ATSEM, par exemple, hein. Donc, c'est des économies qui sont directes. Et puis, les gens, au lieu de râler, ils ont dit, mais pourquoi vous l'avez pas fait plus tôt? Pourquoi vous n'éteignez pas plus longtemps? Et merci aux oiseaux et aux chauves-souris, enfin, pour les oiseaux et les chauves-souris. Donc, c'est plutôt des choses qui sont vécu positivement, alors qu'au départ, on s'est dit, ça va être l'émeute, les gens vont râler, l'insécurité, etc. La police municipale est venue pour expliquer que, enfin, police nationale pour expliquer que non, il n'y a pas de statistiques qui montrent que éteindre l'éclairage public la nuit, ça augmente l'insécurité. Donc c'est ce genre de choses, hein, qu'il faut, sur lesquelles il faut travailler au quotidien, parce qu'il y a des peurs, il y a des craintes, etc. Et puis, et en fait, ça se passe bien, quoi, la sobriété, hein. Alors une sobriété bien conçue, qui est amenée, etc. Et puis la troisième dimension de la sobriété, c'est ce qu'on appelle la sobriété coopérative. Donc, alors nous, on insiste beaucoup sur le fait que la sobriété, pour nous, c'est pas renvoyer les gens à des morales comportementales individuelles. Donc les petits gestes, il faut éteindre la lumière en sortant de la pièce, etc. Oui, c'est important. Il faut les pratiquer au quotidien, mais ça a été montré à de nombreuses reprises que cette dimension-là, ça peut représenter qu'une petite partie de la solution à l'équation globale. Pour nous, on insiste sur la dimension politique de la sobriété, c'est-à-dire c'est l'organisation de nos sociétés, l'organisation de l'espace, c'est comment on légifère les publicités, comment on légifère l'utilisation de l'espace public, comment on lutte contre l'artificialisation, comment on mutualise un certain nombre d'équipements. Par exemple, habitat partagé, ben, il y a une expérience qui s'appelle le village vertical à Lyon. Donc, c'est des gens qui ont investi collectivement avec le soutien de la société HLM commun un certain nombre de dépendances, hein, donc buanderie, enfin, pour mettre la machine à laver, les chambres d'amis, etc. Et donc, ce qui fait que collectivement, au niveau de l'immeuble, ils ont 3 chambres d'amis. Donc, quand ils ont des amis qui viennent, eh bien, ils peuvent en héberger beaucoup. Alors que si vous avez une chambre d'amis chez vous, ben, elle est peu utilisée ou alors elle sert d'autres choses. Enfin, voilà. Donc, c'est une occupation de l'espace qui est assez peu efficace, alors que là, c'est beaucoup plus efficace. C'est-à-dire qu'on a plus de services rendus avec globalement moins de mètres carrés utilisés. Donc moins de mètres carrés, c'est moins à chauffer, c'est moins de matériaux, c'est moins d'emprise au sol, etc., etc. Donc là aussi, c'est des politiques de dividendes multiples. Alors, je vais vous présenter le scénario négawatt. Alors, j'ai appelé ça aperçu parce que je ne vais pas vous présenter ça dans le détail parce que dans 15 minutes, on me dit qu'il m'en reste plus que 10. J'essaie de négocier déjà. Voilà. Donc sur le bâtiment. Alors sur le bâtiment, bon, comme vous savez, le bâtiment c'est un des gros postes de consommation d'énergie. C'est 40% de la consommation totale d'énergie. À 80%, c'est du chauffage, hein, de la chaleur plus exactement. Et puis à 20%, ce qu'on appelle l'électricité spécifique, donc éclairage, frigo, etc. Un des gros morceaux, c'est le chauffage des maisons individuelles d'avant 1975, donc avant la première réglementation thermique de l'habitat. Hein, donc c'est une grosse partie de la consommation d'énergie. Il faut aussi se rendre compte que l'essentiel du parc immobilier de 2050 est déjà construit. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps d'attendre qu'on fasse des constructions neuves, très basse consommation d'énergie, pour remplacer le parc existant. Donc il faut s'attaquer au parc existant. Donc nous, l'objectif, hein, c'est de rénover la quasi-intégralité du parc existant. Donc ça veut dire 30 millions de logements, ça veut dire 900 millions de mètres carrés de surface dans le tertiaire, et en divisant par 4 les consommations d'énergie. Donc on n'est pas sur de l'incrémental, on ne sait pas juste remplacer les fenêtres, c'est pas juste mettre de l'isolation en toiture, c'est des opérations, ce qu'on appelle de la rénovation complète et performante, sachant que si on fait de la rénovation par étape, donc ça c'est notre retour, nous, de praticiens, si on fait de la rénovation par étape, c'est-à-dire que on change les fenêtres une année, on change la chaudière l'année d'après, on met de la ventilation l'année suivante, ça ne marche pas. On crée des pathologies de bâtiments. C'est-à-dire que isoler, donc mettre des fenêtres à double vitrage sur des bâtiments, on n'a pas rénové la ventilation, mais ça veut dire qu'on va augmenter l'humidité. Moi, j'ai vu des bâtiments où les gens ils se chauffent à 25 degrés parce que sinon c'est humide, la condensation ne s'évacue pas et donc on perd tout le bénéfice de l'isolation. Donc il faut vraiment faire des opérations qui soient des opérations intégrées. Ça coûte cher, donc il faut le financer. Donc il faut mettre en place des dispositifs de financement. Hein. Le constat aujourd'hui, c'est que il faudrait donc la SNBC dont je vous parlais, la stratégie nationale bas carbone, c'est qu'on va progressivement augmenter le rythme de rénovation complète et performante à 1 million de bâtiments en 2045. Vu d'où on part, déjà, on n'est pas du tout dans les objectifs. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut aller beaucoup plus vite. Donc, il faut que dès 2026, 27, enfin voilà,
à la fin du présent quinquennat, grosso modo, qu'on arrive à 800 000 rénovations complètes et performantes par an, et on n'a pas trop droit à du glissement par rapport à ces objectifs si on veut tenir l'ensemble des objectifs. Voilà. Donc, mesures prioritaires, c'est obligation de rénovation performante. Donc, je ne vous décris pas toutes les mesures dans le détail, mais en tout cas, il y a tout un travail qui a été fait sur la formation des acteurs, sur la mise en place d'un dispositif. Donc, je vous parlais de Doremi. Donc, c'est vraiment un dispositif qui permet de concevoir des dispositifs de rénovation qui sont adaptés, c'est-à-dire qu'on a à la fois la performance technique, on a aussi la rentabilité économique, avec des dispositifs financiers qui permettent aux personnes qui bénéficient de ces dispositifs de ne pas avoir de rien avoir à payer dès la première année. Parce que sinon, ça veut dire qu'on va s'adresser à une catégorie de population qui a les moyens d'investir pour économiser demain. Donc nous, voilà, c'est aussi très lié à tout ce qui est tous les réseaux qui travaillent sur la précarité énergétique, dont on est aussi, enfin, on est assez actif sur ces sujets-là. Il y a une organisation qui s'appelle Rappel, c'est le réseau Rappel, qui a été fondé entre autres par la Fondation Abbé Pierre, par le CLER, le réseau pour la transition énergétique, etc. Voilà, donc c'est des sujets auxquels on est sensible. Donc dans nos scénarios, on a aussi ce souhait de mettre en place des dispositifs opérationnels qui permettent que la transition écologique, globalement, bénéficie aussi aux personnes en situation de précarité. Sur la mobilité, donc deuxième gros poste, sur la mobilité, comme vous savez, c'est un gros émetteur de gaz à effet de serre, gros consommateur d'énergie et notamment de pétrole. Donc là, on n'a pas de gaz, c'est essentiellement du pétrole à plus de 90%. Avec des politiques historiquement qui ont défendu la route plutôt que le rail et le transport aérien. Donc, je pense qu'on peut en parler à Toulouse quand même, du transport aérien un peu. Et donc, premier levier, c'est encore une fois sobriété. Donc, nous, on priorise la sobriété. Donc, ça doit aboutir à une baisse du trafic routier motorisé. Ça, c'est la première priorité. Donc, pour ça, alors on reviendra sur l'électrification du parc de véhicules, mais clairement, la voiture électrique n'est pas la solution à la voiture thermique. C'est une des solutions, mais ce n'est pas ce qui va permettre de résoudre les problèmes d'encombrement, de congestion du transport urbain, etc. Donc, les leviers, c'est la réduction des déplacements contraints, notamment. Donc, quand on dit les déplacements contraints, alors on autorise les gens à prendre des vacances et à partir même prendre l'avion de temps en temps. Mais alors les transports aériens intérieurs France métropolitaine, il n'y en a plus dans notre scénario. On a des débats pour savoir s'il faut construire des lignes LGV ou pas. Donc il y a des débats. Ou alors s'il faut faire des lignes LGV à la place de l'autoroute entre Bordeaux et Toulouse, par exemple. J'ai vu que c'est une proposition de la Técopole que je trouve intéressante. Donc, report modal, augmentation des taux d'occupation, de remplissage, enfin, voilà, tout ça, c'est des choses qui sont connues. Et donc, les mesures prioritaires, c'est investir massivement sur toutes les alternatives au transport routier et motorisé. Ça veut dire aussi redevance kilométrique sur le fret routier pour transférer vers le fret ferroviaire. Et donc, là, aujourd'hui, donc jusqu'à 2019, on avait une augmentation du transport aérien, mais là, vous voyez que le transport aérien ne disparaît pas à l'horizon 2050. Par contre, il est sérieusement divisé. Alors, par rapport à 1994, on est à un niveau qui est plutôt plus proche de celui des années 80, mais même dans les années 80, on se déplaçait quand même, y compris en avion. Donc, on ne supprime pas les avions. Par contre, c'est réservé pour les voyages qui forment la jeunesse. Voilà. Et qui entretiennent la vieillesse. Et donc, troisième levier, c'est le choix d'énergie, avec une répartition des motorisations. Alors ça, c'est une des originalités du scénario négawatt. Alors on y reviendra plutôt après dans les discussions. En gros, c'est la compétition sur les ressources géologiques, sur les ressources biologiques. Est-ce qu'il faut plutôt des ressources issues de la biomasse ou plutôt des véhicules électriques qui consomment du lithium et un certain nombre de ressources. Donc nous, on a arbitré de la façon suivante, c'est-à-dire que véhicule individuel, c'est très massivement du véhicule électrique. Par contre, les poids lourds, c'est très massivement du biométhane. Et secondairement, sur véhicules légers, il y a des véhicules hybrides rechargeables gaz, un petit peu d'hydrogène, mais nous l'hydrogène en tant que vecteur final, on n'y croit pas beaucoup à l'horizon 2050 pour plein de raisons.
Par contre, pour les poids lourds, il y a un peu d'hydrogène, mais vous voyez que ça reste assez marginal. Et puis les véhicules électriques, pour des raisons d'autonomie, ça veut dire qu'il faudrait quelques centaines de kilos de lithium par poids lourd, quelques dizaines de tonnes de batterie pour les poids lourds de 40 tonnes. On se rend vite compte qu'en termes d'autonomie, c'est compliqué. Ou alors après, ces autoroutes électrifiées pour poids lourds. Bon, ça nous a paru assez peu pertinent. Troisième gros sujet, l'industrie. Alors, industrie et biens de consommation. Donc, on a une approche énergétique. Je parlerai aussi des flux de matière dans les questions, je crois qu'on va les aborder. Donc, sur les flux de matière, alors d'abord, il y a un premier phénomène qui est un phénomène de relocalisation, c'est-à-dire qu'on va rapatrier un certain nombre de productions industrielles qui ont disparu de notre territoire. Alors, ce n'est pas relocaliser pour relocaliser, on n'est pas dans une approche localiste, on est dans une approche où on a des flux d'échanges avec le reste du monde qu'on cherche à rééquilibrer. Donc, il y a des choses qu'il faut relocaliser et d'autres, il faut les laisser dans les pays producteurs parce qu'ils ont aussi besoin de ça pour vivre. Donc, on va relocaliser un certain nombre d'activités. On va surtout chercher à maîtriser la consommation d'un certain nombre de biens de consommation. Donc, par les leviers qui sont sobriété au niveau de la consommation, puis tout ce qui relève de l'économie circulaire. Donc, travailler sur l'obsolescence, travailler sur la durée de vie, travailler sur la réutilisation, réemploi, réparabilité, etc. Donc il y a eu beaucoup de choses. Dans l'association, il y a aussi les personnes qui ont porté initialement l'étiquette énergie. Maintenant, c'est une vieille histoire. L'étiquette énergie, ça date de 30 ans. C'est en train d'être diffusé un peu à l'échelle mondiale. Donc cette étiquette énergie qui est aujourd'hui renforcée avec avec des critères de durabilité sur la réparabilité, le réemploi, etc. Mais le principe que le consommateur puisse disposer d'un affichage qui lui permet de savoir quelles sont les caractéristiques environnementales de ce qu'il achète, ça c'est un principe qui a fait assez ses preuves. Voilà, donc on va augmenter le recyclage, donc pour les métaux, pour les plastiques, pour le verre. Donc on augmente le taux de recyclage, le taux de récupération de recyclage de la plupart des matières. On va travailler aussi sur l'efficacité énergétique. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'intensité énergétique. Donc combien de kilowattheures il faut pour produire une tonne d'acier, une tonne de verre, etc. Donc il y a encore beaucoup de marges de manœuvre qui sont possibles dans l'industrie. On nous a longtemps expliqué que l'industrie, après le choc pétrolier de 73, avait fait tous les progrès possibles, imaginables, et donc il n'y avait plus grand-chose à gratter. C'est pas vrai. Il y a encore énormément d'efficacité à aller chercher dans l'industrie en changeant les process, en changeant les vecteurs énergétiques, etc. En mettant des moteurs plus performants, en électrifiant. Il y a plein de process qu'on peut électrifier, donc c'est beaucoup plus efficace que d'utiliser des combustibles, que d'utiliser de la vapeur, etc. Voilà. Ensuite, en termes, donc là j'ai abordé très rapide ce qu'on appelle le côté demande, donc avec les trois grands secteurs qui sont le bâtiment, les transports, l'industrie. Alors côté production, on a un développement important des énergies renouvelables, alors à commencer par les bioénergies. Donc les bioénergies, c'est tout ce qui est biomasse solide, donc du bois qui vient en partie de la forêt, en partie du recyclage, de la récupération, de tout le bois qu'on va retrouver dans les circuits de consommation, etc. Mais y compris aussi du bois qui va être produit par l'agriculture avec l'agroforesterie, la replantation de haies, etc. On a une deuxième grande ressource qui est la méthanisation, alors qui est encore peu développée aujourd'hui, mais nous, on lui donne un potentiel de 130 TWh à l'horizon 2050, avec un certain nombre de ressources qui sont essentiellement d'origine agricole et marginalement, alors tout ce qui est biodéchets, dans le terme de biodéchets, on englobe toutes les matières biodégradables qui viennent du circuit de consommation, que ce soit l'industrie agroalimentaire, les bouts d'épuration, les déchets des ménages, des entreprises, etc. Donc tout ce qui est biodégradable et qui partirait en méthanisation. Donc aussi avec un objectif de réduire la production de déchets, les pertes, les surconsommations, les gaspillages. Donc c'est pour ça qu'on a un potentiel qui va plafonner. Pareil, on voit que sur les déjections d'élevage, ça plafonne parce qu'on a aussi une réduction du nombre d'animaux dans le scénario after. Par contre, on a un fort développement de cultures intermédiaires, donc ils ne sont pas des cultures primaires, ils ne sont pas des cultures énergétiques, ils sont des bonnes pratiques agroécologiques, donc on n'aura pas le temps d'en parler beaucoup, mais en tout cas c'est bien intégré dans ces scénarios. Donc toute l'articulation avec le scénario after, donc ça vient directement du scénario after 2050.
Ensuite, on a un fort développement de l'éolien, alors toujours de l'éolien terrestre, hein, il y a encore un développement assez conséquent à attendre de l'éolien terrestre, et puis de l'éolien offshore. Alors dans un premier temps, de l'offshore posé, c'est-à-dire l'offshore près des côtes avec des mâts qui sont implantés sur le plateau continental, donc à faible profondeur, et puis ensuite plus tard, hein, de l'offshore flottant, donc lui qui pourrait être à une distance supérieure des côtes, et donc on a 300 TWh en 2050, hein, donc en gros un peu plus de la moitié en terrestre et un peu moins de la moitié en maritime, avec aussi des nouvelles générations de machines qui vont aller chercher du vent plus haut, donc qui sont plus puissantes, il en faut moins pour la même production d'énergie, etc. Deuxième grande ressource, c'est le photovoltaïque. Donc le photovoltaïque, alors avec toutes les formes de photovoltaïque, donc du photovoltaïque en toiture, donc ce qu'on appelle ici les petits systèmes diffus. Donc ça, c'est les panneaux que vous pouvez avoir chacun sur vos maisons, immeubles, etc. Mais il faut aussi des parcs de grande taille. Donc c'est pour ça qu'on a aussi des parcs au sol. Donc en priorité, partout où il n'y a pas de concurrence d'usage des sols, donc des anciennes friches industrielles, etc. Nous, à Solagro, on a travaillé sur de la remise en culture d'anciens aérodromes pour mettre des panneaux photovoltaïques avec des moutons donc qui vont pâturer, on va remettre de l'herbe, mais enfin, on va pas, c'est fait, hein, c'est des opérations qu'on a pu voir. Donc il y a aussi des opérations de requalification d'espaces qui ont été abandonnés. Et puis il y a aussi du photovoltaïque sur terre agricole. Donc ça, on y travaille aussi sur la compatibilité entre parcs solaires au sol en agriculture avec des productions agricoles. Et puis tout ce qui est les grandes toitures, les hangars, etc. Alors ces deux filières, l'éolien et le photovoltaïque, hein, si vous avez lu le rapport du groupe 3 du GIEC, hein, vous voyez que c'est les deux grosses filières qui ont le plus gros potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. De loin, c'est les deux filières qui ont le plus gros potentiel. Donc c'est vraiment sur ces filières qu'il va falloir beaucoup travailler. Et en production, eh ben, pour terminer, donc fin des énergies fossiles et du nucléaire, hein. Donc pour nous, l'orientation, c'est 100% renouvelable. Donc ça, c'est depuis le début. On cherche à faire un scénario qui, à terme, parvient à se passer de la production d'énergie nucléaire, parce que pour différentes raisons, donc on y reviendra aussi peut-être après si on a le temps, hein, parce qu'il est intrinsèquement moins soutenable que les énergies renouvelables électriques, que les systèmes électriques 100% renouvelables, ils sont faisables. Donc ça, c'est plus nous qui le disons, c'est RTE. RTE, dans ses différents scénarios, montre que les scénarios 100% électricité renouvelable sont aussi faisables et performants que des scénarios qui incluent une part plus ou moins importante de nucléaire, que ce soit du point de vue environnemental, que ce soit du point de vue financier, etc. Et puis là, je pense que l'actualité récente nous conforte, nous, dans l'idée que si on peut se passer du nucléaire, ben, il faut s'en passer, et le plus tôt sera le mieux, mais sans dégrader pour autant les autres objectifs de la transition écologique. Donc c'est pour ça qu'il y a une trajectoire de réduction du parc nucléaire qu'on a repoussé, qu'on repousse régulièrement. Alors qu'on repousse dans nos scénarios, mais il se trouve que cette année, on risque d'avoir 300 TWh de production d'électricité nucléaire, donc c'est 150 de moins qu'il y a 2 ans, et donc la réalité va beaucoup plus vite que ce qu'on a mis, nous, dans notre scénario négawatt, hein. Et donc ça, c'est pas que sur le nucléaire que ça se passe. 10 minutes, il me reste encore. Pouf, on est large. Voilà. Et donc, voilà. Donc pour nous, on pense que l'éolien, le photovoltaïque, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus fiable. On est sur des courbes décroissantes de coûts sur l'éolien et le photovoltaïque, alors qu'on est sur des courbes croissantes de coûts pour le nucléaire, et ça depuis plusieurs dizaines d'années. Voilà, donc on a cette trajectoire, donc avec une sortie totale de la production nucléaire avant 2050. Hein. Donc au départ, dans nos premiers scénarios en 2003, on avait estimé qu'on pouvait y arriver en 2030 à peu près, puis c'est repoussé régulièrement. On avait fixé dans la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 un objectif de réduire à 50% en 2025. Donc ça a été repoussé par une autre loi en 2019 qui a dit 50%, mais en 2035. Voilà. Donc on va voir ce que la réalité va donner, mais aujourd'hui on a
plutôt des informations qui sont extrêmement peu rassurantes sur la capacité de maintenir un niveau de production de l'énergie nucléaire au niveau dont on aurait besoin pour assurer une transition du point de vue carbone pilotée. C'est-à-dire, c'est pas faux d'avoir dit qu'il faut investir massivement dans l'éolien et le photovoltaïque, c'est parce qu'on n'a pas voulu investir massivement qu'on s'est reposé sur la croyance que le nucléaire allait continuer à fournir une énergie abondante, bon marché, compétitive, fiable, etc. Et la réalité démontre que ce n'est pas le cas, sans parler des centrales nucléaires qu'on bombarde à coups de canon. Donc, bon. Alors, bien sûr, la grande question sur des scénarios sans nucléaire, c'est comment on fait pour piloter. Alors ça, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ça fait, alors, comme disait Sandrine, hein, il faut des scénarios où on a, alors nous, on raisonne sur un pas de temps annuel. Sur l'équilibre de la production électrique, il faut raisonner sur des pas de temps horaires, c'est-à-dire qu'il faut regarder heure par heure la demande, la production, quels sont les moyens de piloter, enfin de mettre en adéquation la demande et la production. Donc c'est tous les moyens en fait qu'on utilise aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, il faut quand même se souvenir qu'on a une demande qui monte à 105 gigawatts avec un parc électronucléaire qui fait 63 gigawatts. Donc là, on se dit qu'il y a 40 gigawatts qui manquent, et c'est les 40 gigawatts qui manquent, ce n'est pas que de l'hydraulique, ce n'est pas que de l'éolien, ce n'est pas que du photovoltaïque, c'est aussi des centrales thermiques à charbon, à gaz, des importations, etc. Donc ça, aujourd'hui, on sait piloter une demande qui va varier entre 40 gigawatts la nuit du 15 août à 105 gigawatts à 7 heures du matin au mois de janvier, avec un parc qui n'est pas du tout conçu pour être modulable comme ça. On sait le piloter. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que demain, on va écréter toutes les consommations, notamment, on va virer tout le parc de convecteurs, donc effet Joule dans le bâtiment, où là, on a 30 gigawatts qui sont appelés par grand froid. C'est le risque majeur qui pèse sur le système électrique européen. Ça, c'est le chauffage électrique en France. C'est 30 gigawatts qui peuvent se déclencher d'un coup en cas de vague de froid. Donc ça, c'est la fragilité majeure. Hein. Ce n'est pas les éoliennes de mer du Nord. Hein. Donc nous, ça, on supprime ça. On met beaucoup d'électricité dans le bâtiment, mais parce qu'on a isolé les bâtiments, on a divisé par 4 la consommation d'énergie, donc la puissance appelée, on a mis des pompes à chaleur performantes. Donc on a énormément réduit la puissance appelée. Et donc le fait d'avoir moins de puissance appelée, ça autorise d'avoir plus de flexibilité sur le parc de production. Plus un certain nombre d'options qui sont, vous voyez ici, la production d'hydrogène pour la méthanation. Et donc on fait appel à la réaction de Sabatier, hein, donc, du nom de notre prix Nobel de chimie à Toulouse. Hein. Et donc transformer des excédents d'électricité en hydrogène qui sera lui-même transformé en méthane, c'est ça les réactions de Sabatier, hein, pour les injecter dans le réseau de gaz naturel. Et donc on a un jeu entre le système électrique, le système gaz, qui est un système gaz qui est alimenté en 2050 entièrement par des sources renouvelables, qui sont du biométhane et qui sont du méthane issu, donc du méthane de synthèse issu de ces réactions de Sabatier. Voilà. Donc équilibrage du réseau électrique, et puis j'arrive sur les bilans. Alors on a un bilan énergie. Alors je vais vous commander les flèches une par une. Alors on va commencer par... On a bien bossé, non, c'est pour montrer qu'on c'est pas que du vent quand même, hein, ce qu'on raconte. Et donc, on a vraiment cherché à décrire de façon aussi fine que possible le système énergétique. Donc, on a les énergies primaires, on a ce qu'on appelle les vecteurs énergétiques, donc le gaz, l'électricité. Pour nous, tout ça, c'est des vecteurs. D'ailleurs, le gaz, il y a le méthane, il y a l'hydrogène. Donc, ça, c'est des sous-vecteurs gaziers. On a des vecteurs secondaires. Par exemple, on va utiliser du gaz pour faire de l'hydrogène, pour envoyer ça dans l'industrie. On a aussi représenté, vous aurez remarqué en haut à droite, un petit pavé qui s'appelle les usages matières. Donc ça c'est pour dire que dans notre scénario, on intègre aussi les usages non énergétiques, ce qu'on appelle les usages non énergétiques dans les systèmes énergétiques. Hein, donc c'est ce que disait Sandrine, c'est-à-dire que selon le périmètre, on compte ou pas le pétrole et le gaz utilisés pour la production d'ammoniac, de plastique, etc. Donc ça, nous, on l'a intégré parce que c'est couplé au scénario Négamat, où on s'intéresse à la substitution justement de ces produits par d'autres ressources. Et donc là, on a des technologies qui permettent de produire des plastiques, terme générique, hein, à partir d'hydrogène produit par des sources renouvelables. Ce qu'on appelle le CCU, Carbon Capture on Use, c'est-à-dire qu'on va capturer du gaz carbonique, on va le faire réagir avec de l'hydrogène, et puis on va produire des chaînes carbonées plus ou moins longues pour remplacer les produits issus du plastique. Bon, voilà.
Donc nous, notre scénario, il repose un peu là-dessus. Il y a des scénarios où ça repose beaucoup là-dessus. Les scénarios, il y a beaucoup d'électrofuel, par exemple, hein, pour l'aviation. Il y a des scénarios allemands, on a beaucoup d'électrofuel. Donc les électrofuels, hein, c'est des carburants liquides qui sont faits selon ce principe. C'est la même chose que la réaction de Sabatier, sauf qu'au lieu de s'arrêter à la molécule de méthane, on va sur des chaînes carbonées plus longues. Voilà. Donc on peut avoir des chaînes carbonées qui ressemblent à du gasoil, etc. Donc nous, on a mis, mais pas dans le système énergétique, que à titre plus ou moins exploratoire dans la consommation de matière. Donc en bilan, ben voilà, donc nous on cherche à représenter les gains apportés par la sobriété. C'est difficile parce que les économies, on ne les voit pas en fait. Et c'est un problème de la comptabilité. Dans les budgets des collectivités, vous ne voyez jamais les économies. Vous n'avez pas de ligne économie, vous avez des lignes dépenses. Mais les lignes économies, ça n'existe pas. 5 minutes. Et donc, nous, on cherche à la représenter. Et pour ça, il nous faut un scénario de référence. Alors, comme disait Sandrine, scénario de référence, aujourd'hui, c'est quoi un scénario de référence? C'est un scénario où les choses continuent comme ça et on n'a pas de problème. Donc ça, bon, évidemment, enfin, je pense pas qu'on y croit ici, mais on ne sait pas représenter un scénario à problème, parce que voilà, ça, bon, enfin, en tout cas, on n'a pas trouvé. Donc on a ce scénario de pseudo-référence qui dit au cas où tout se passerait beaucoup mieux que prévu, on peut continuer à dépenser du pétrole et du gaz, etc. Et donc par rapport à ça, on représente la sobriété. On voit qu'il y en a beaucoup dans les transports, il y en a pas mal dans l'industrie, ça c'est lié aux économies qu'on va faire sur les biens de consommation, moins dans le résidentiel tertiaire, parce qu'on ne demande quand même pas trop aux gens, alors on va réduire un peu la durée des douches, etc. Mais bon, ça ne joue quand même pas sur des gros volumes. Par contre, on va beaucoup jouer sur l'efficacité. Dans le résidentiel tertiaire. Dans les transports, c'est partagé, l'industrie aussi, et puis le reste, c'est couvert par des renouvelables. Donc globalement, on est toujours sur une division par deux de la consommation d'énergie finale. On voit l'augmentation des ressources primaires. Là, on a séparé renouvelables électriques et puis bioénergie, et puis un petit peu du reste. Donc on voit l'extinction des fossiles et fissiles. On a un mix énergétique. Alors, par rapport à aujourd'hui, en gros, ce qui va disparaître, donc on a alors 2 fois moins d'énergie finale. Alors, nous, on raisonne en terawattheure. Non, mais je ne vais pas développer parce que sinon, il me faudra plus 5 minutes. Donc, notre unité de compte, c'est le terawattheure. Maintenant, c'est l'unité de compte aussi du ministère de la Transition énergétique, qui raisonnait jusqu'avant en tonnes équivalent pétrole. Et avant, on raisonnait en tonnes équivalent charbon. Donc, il y a aussi la question de l'unité dans la comparaison des scénarios. Donc, nous, c'est du terawattheure PCS en plus. Bon, bref. Et donc, ce qui disparaît comme vecteur énergétique en 2050, c'est tout ce qui est liquide. Donc, on ne sait pas aujourd'hui produire des vecteurs liquides de façon durable. C'est-à-dire qu'on peut en avoir qui sont durables en petite quantité ou en grande quantité mais pas durables, ou alors qui reposent sur des choix technologiques, enfin des hypothèses de procédés, des électrofuels dont je vous parlais tout à l'heure, qui ne sont pas encore avérés en termes de maturité technique. Hein. On en reparlera, je pense, aussi dans les questions. Donc, ce qui fait que voilà, c'est ça, les liquides disparaissent et on va avoir essentiellement de l'électricité, du gaz, et puis un peu d'autres renouvelables qui seront, alors on a toujours du bois énergie en quantité pas négligeable, et puis on a un peu de solaire, on a de la chaleur puisée dans l'environnement, etc. Voilà, donc, donc aujourd'hui 2050, donc c'est plus clair si je mets la bonne diapo. Donc les carburants liquides ont quasiment disparu, il en reste plus que 3%, alors que ça représente 43% aujourd'hui. Donc c'est ça la grosse révolution. On passe sur électrique majoritairement, du gaz secondairement, et puis d'un peu d'autres choses. En termes de bilan gaz à effet de serre, donc on a des émissions brutes qui diminuent. Alors là, on est sur les émissions territoriales de gaz à effet de serre qui incluent y compris le secteur affolié, enfin le secteur des terres. Donc là, ce qui va rester en 2050, on n'a plus de CO2 dans l'énergie. Il nous reste un peu de pétrole dans les usages non énergétiques. Mais si on ne le brûle pas, ça ne fait pas de CO2. Et puis, il va nous rester, pour l'essentiel, à 90%, ça va être les gaz qui viennent de l'agriculture. Donc, c'est le secteur agricole, méthane, protoxyde d'azote, qu'on a divisé par 2 avec le scénario AFTER, mais qu'on n'arrive pas à mettre à zéro. Parce que mettre à zéro, ça voudrait dire plus de vaches et plus d'azote dans le cycle, donc plus de protéines. Donc, c'est embêtant, parce que plus de protéines, c'est plus d'aliments et plus de jambes. Alors, ça résout une partie du problème, mais pas de la façon qui nous intéresse le plus. Donc à côté de ça, donc on a les émissions de brut et puis on a les puits de carbone. Alors nous, on est sur un scénario où on augmente les puits de carbone biologiques, on n'a pas de puits de carbone géologiques.
Sur les puits de carbone biologiques, on est sur un scénario qui est relativement prudent et qui est peut-être pas assez prudent du tout. C'est-à-dire qu'on pense que les puits de carbone biologiques, ils sont extrêmement menacés avec le climat, avec ce qui se passe aujourd'hui sur la forêt. Les dernières révisions, c'est on a perdu 15 millions de tonnes de CO2 avec la dernière révision des inventaires forestiers. Donc il y a vraiment la question de, voilà, on peut pas, nous, on n'a pas misé de stratégie ni sur les BECCS, donc bioénergie avec capture et stockage de carbone, ni sur les puits géologiques. Peut-être qu'on en aura besoin dans la deuxième partie du siècle, donc ça sera ceux qui prendront la suite de nos travaux à nous éventuellement, hein, s'il y a encore des gens pour voir ça. Et par contre, ces puits biologiques ou ces puits géologiques, on aura peut-être besoin un jour, mais pour ça, il ne faut pas les utiliser maintenant. Si on continue à faire du pétrole, qu'on remplit nos puits géologiques avec du CO2, le jour où on aura besoin de remplir à nouveau, et s'ils sont déjà pleins, où est-ce qu'on va les mettre? Donc la priorité, c'est il faut tarir les puits de CO2. Il faut tarir les sources d'énergie fossile. Ça, c'est la priorité absolue. Le reste, les puits biologiques, les puits géologiques, c'est le plus si on y arrive. Mais la priorité, c'est vraiment de sortir du pétrole. Et donc, on a des trade-offs, des compromis sur la biomasse notamment. Est-ce qu'il faut faire plus de biomasse pour tarir ces puits ou est-ce qu'il faut laisser pousser la forêt pour stocker du CO2. Bon, nous, on est sur un peu mitigé. Donc, notre scénario, c'est plutôt orienté réduction des puits. Voilà. Donc, on atteint la neutralité climatique en 2047. La fin de mon intervention dans 2 minutes. C'est ça? Voilà. Donc, 2047. Mais juste pour terminer, on a aussi regardé, au-delà des émissions territoriales, on a regardé ce qu'on appelle l'empreinte. Hein, parce qu'il ne s'agit pas simplement de réduire les émissions au niveau du territoire métropolitain, il faut réduire aussi ce qu'on appelle l'empreinte, c'est-à-dire le contenu carbone de ce qu'on importe. Alors de ce qu'on importe, de ce qu'on exporte, de ce qu'on va exporter des produits agricoles notamment, donc qui vont réduire l'empreinte des produits, enfin les émissions de GES des pays qui achètent nos produits agricoles. Mais donc voilà, donc il faut faire la comptabilité. Donc en comptabilité carbone, l'empreinte, c'est ce qu'on produit plus ce qu'on importe, moins ce qu'on exporte. Et donc là, on a cherché à représenter l'empreinte, alors avec des méthodes physiques, une représentation physique de l'empreinte, pas une représentation économique comme on avait jusqu'à présent. Et il se trouve qu'on retombe à peu près sur les chiffres du Haut Conseil pour le climat, enfin de ceux qui ont travaillé sur ces notions-là. Et donc, alors en supposant que le reste du monde s'aligne sur des objectifs accord de Paris, on arrive à la neutralité climatique en 2050. Voilà. Et juste pour terminer, comme c'est une question aussi qui arrive souvent, donc là c'est l'empreinte climat, donc c'est sur le site de Christian de Persuis, hein, pour trouver ces graphiques. Donc on a bien en France une empreinte, pas uniquement les émissions. Alors les émissions de l'inventaire, c'est les émissions sur le territoire métropolitain, ça qui diminue depuis 1990, c'est des choses qui sont avérées. Mais jusqu'à présent, on avait une empreinte qui ne diminuait pas, voire qui était légèrement en hausse. Et il y a eu une révision méthodologique sur le recalcul de l'empreinte. Et il se trouve que l'empreinte, elle a quand même diminué. Alors, si on exclut 2020, qui est un peu particulier comme année pour les raisons que vous savez, on est quand même passé de 11 tonnes à 9 tonnes. Donc, on a quand même réduit notre empreinte de 20%. C'est loin d'être suffisant, mais ça donne quand même de l'espoir. C'est-à-dire qu'on pense qu'il y aura des générations futures, hein. Voilà, on espère, en tout cas, on fait tout pour. Et ça veut dire que les efforts qu'on a faits, ils ne sont pas perdus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser, pour nous, un peu leurrer par des discours ambiants qui diraient que tout est foutu et donc c'est même pas la peine. Hein. Voilà, on peut agir. Et donc il y a des efforts. Avec le peu de politique en faveur du climat qui a été fait jusqu'à présent, on a quand même réduit notre empreinte de 20%. Et donc, pour peu qu'on se donne un peu les moyens politiques pour y arriver, on pense que nous, nos scénarios, ils sont jouables. Voilà. Merci beaucoup.